Bonjour à tous, ou rebonjour pour ceux qui sont déjà arrivés, que j'ai salués. Euh, Bonjour à ceux qui regardent en replay. Donc nous voilà au 4e jour de ce voyage intérieur. Le premier jour, on a pris le temps de connecter notre famille à travers l'arbre en 3 minutes. Le deuxième jour, on a vécu un voyage et une exploration vers nos mémoires inconscientes grâce à la relaxation profonde et aux rêves éveillés guidés. Le troisième jour, je vous ai parlé d'astrologie et des blessures de lune noire. Il y a tellement de choses à raconter en astrologie, comment condenser tout ça en 1 heure. Et comme je suis thérapeute, je travaille beaucoup avec ces blessures de lune noire. On en porte tous, 1, 2, 3, jusqu'à 12, possiblement. Et les connaître et les reconnaître et les accompagner, c'est c'est très précieux pour cheminer parce que le fait de les identifier nous permet de plus être possédés, entre guillemets. Ce sont des manques. Et aujourd'hui, le thème de la journée, je l'ai appelé naissance et renaissance, et j'ai ajouté le mot souffle, respiration, parce que je vais vous parler d'outils qu'on appelle transpersonnels. Trans qui veut dire au-delà d'eux, et personnel qu'on pourrait attribuer à l'ego, à l'individu, au moi. Donc, des outils transpersonnels, une psychologie transpersonnelle, c'est quoi ? C'est une approche et des outils qui vont amener à faire des expériences au-delà de l'ego, au-delà de l'individu, au-delà du moi. Et attention, l'idée n'est pas du tout de dire non à l'ego, de dire non aux mémoires. Parfois on entend ça, ah c'est mon ego, je veux plus d'ego. Non, on l'accueille complètement. Dans toutes ces expériences, on en a besoin d'ailleurs. C'est vraiment d'accueillir toutes ces parts-là. Mais par contre, grâce à ces outils-là, je vais le développer, en fait, ça offre la possibilité d'aller accueillir les mémoires, accueillir des souffrances, les rencontrer, les reconnaître et les transmuter, les transformer. Vous voyez, on ne les jette pas, on les prend et on en fait quelque chose d'autre parce qu'elles ne sont pas là par hasard. Donc c'est très alchimique comme approche. Je vais arrêter la musique. Donc voilà, waouh, transpersonnel, ça fait pour moi un grand mot. Pourquoi ? Parce que tiens, si je reprends un peu l'histoire de la psychologie, rapidement, tout le monde connaît Freud. Ça veut dire qu'à un moment, il y a des humains qui se sont rendus compte qu'ils avaient des troubles émotionnels ou des troubles psychiques et puis que finalement c'était un petit peu souffrant et que ça pouvait être quand même chouette s'il y avait des solutions pour aller mieux, quoi. Je pense que vous êtes tous passés par là et puis vous êtes là aussi aujourd'hui parce que j'imagine vous êtes aussi curieux, vous êtes aussi forcément en chemin. Je pense que vous avez dépassé certains enjeux, certaines souffrances et puis il y en a encore d'autres qui se présentent, quoi. En fait, c'est un peu toujours là, cette histoire-là. Et donc avec Freud, on a pu se rendre compte que de mettre en mots, il y a toute la psychanalyse, c'était vraiment aidant pour voir plus clair dans ses propres enjeux. Et je dis bien tout à l'heure que j'ai dit que au-delà de l'ego, au-delà du moi, mais l'idée c'est on garde tout ce qui est déjà existant dans le passé, c'est-à-dire que tout ce qui est psychanalyse est encore un outil fantastique. Le verbe nommer, c'est une étape indispensable dans un parcours de connaissance de soi, dans un parcours de thérapie, quoi. Nommer, pourquoi ? Parce que déjà rien que de s'entendre parler, la personne qui s'entend parler déjà fait des prises de conscience. Alors évidemment, le thérapeute offre un espace, offre une coupe, offre un espace d'accueil très précieux pour ça. Donc voilà, on pourrait dire qu'avec Freud, on vient
mettre en mots et puis parler peut-être comment je pourrais dire, d'inconscient individuel. Et puis ensuite, je vous dis très rapidement, hein, mais voilà, vous connaissez Jung aussi, qui a un petit peu augmenté, pas augmenté, mais changé l'approche. Et puis c'est lui qui a parlé de l'inconscient collectif et des synchronicités. Ah waouh, comme si, tiens, je ne suis pas tout seul, peut-être qu'il y a des influences ou des liens entre les humains. Donc on ouvre, et puis la psychologie transpersonnelle, c'est un petit peu plus de mal à mettre en mots, je m'en rends compte, mais c'est... ouais, ça amène à vivre des expériences encore au-delà. Je vais vous en dire plus après, ce sera plus simple. Et là, pour citer les fondateurs, on pourrait dire, de ce courant psychologique, il y a Ken Wilber qui est aux États-Unis. Et d'accord, Anne-Claire, qui allume la caméra dans un quart d'heure. Et Ken Wilber et Stanislas Grof. Stanislas Grof, qui était un psychiatre tchèque. Les deux sont vivants, c'est quand même assez récent comme approche. Et ils ont fait des études très très poussées, je vais vous en parler aussi, mais c'est pour ça que j'ai posté, vous l'avez peut-être pas vu, mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En fait, ce dont je vais parler aussi, ça, c'est le résultat de nombreuses d'études, d'observations, de cas concrets, d'études scientifiques en fait. C'est pour ça que je parlais aussi de faire le lien entre la science et la spiritualité. Ce sont parfois deux mondes qui s'opposent. Et au fait, non. Et d'ailleurs, on voit bien que beaucoup de scientifiques, plus ils avancent, plus ils creusent dans leurs recherches, plus ils se connectent au grand tout, à quelque chose de plus, de plus grand. Et je te vois, Pierre, et ça m'a fait vraiment plaisir ce matin de mettre la citation de... Pierre, il s'appelle aussi, Teilhard de Chardin. C'est quoi déjà ? Nous ne sommes pas des humains vivant une expérience spirituelle. Oh, je ne sais plus, j'aurais besoin d'aide. Allez voir le post. Mais voilà, je cite Pierre parce qu'en fait, on s'est retrouvés le week-end dernier, on est géologues tous les deux de formation, et il est devenu hypnothérapeute, c'est ça, et moi aussi, thérapeute. Et ben ouais, la science mène à la conscience, pas de problème en fait, c'est complètement lié tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accueille pleinement mon passé, en fait. Ouais, j'aurais pu dire, j'ai subi les loyautés familiales, je suis devenue géologue. C'est génial, en fait. C'est tout génial, en fait. Ça me sert, en fait, aujourd'hui, pour continuer. Je referme la parenthèse. Mais en même temps, je vois Émilie, qui est scientifique aussi. En fait, c'est ça, il y en a plein. Ça ouvre. Donc, Pierre Teilhard de Chardin. Ouais. Nadège valide. Ah ouais, attendez. Ah bah non, tu valides pas en fait, c'est que tu as ton micro ouvert et que tu t'en es pas rendu compte. C'est pas grave, on va dire que tu valides. J'ai fermé. Ah, nous ne sommes pas des humains vivant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et là, c'est une citation de Teilhard de Chardin. Et Teilhard de Chardin, il se trouve qu'il a enseigné dans l'école de géologie où je me suis formée des années plus tard. Et ça m'a vraiment touchée de reconnecter ça le week-end dernier, là, sur la frise, là, sur le mur, l'expo. Waouh, c'est trop bien. Et ça, si c'est pas une synchronicité, ça, c'est comme si là, sur le mur, on me disait vas-y, Claudia, ouais, vas-y, tu peux parler de spiritualité. T'es légitime. Ou alors, comment faire ? Parce qu'en fait, il y a quelque chose, moi, qui est très important dans mon parcours, c'est que venant d'un monde, d'une famille, d'une histoire très terre-à-terre, très matérialiste, je me retrouve un petit peu extraterrestre avec ma curiosité, mes expériences, mes pratiques. C'est pas si évident de parler de ça au sein de ma famille. C'est pas si évident de parler de ça même en dehors, en fait. Il n'y a pas tant de personnes avec qui on peut aborder des sujets... Vous voyez, les mots, ils manquent, en fait, quand on arrive là. Aussi sacré, aussi subtil, aussi... Et en même temps, c'est possible. Et je vois bien que ça me tient à cœur et que ça m'anime, et de pouvoir amener de la pédagogie dans ce type d'expérience. Pourquoi ? Parce que les expériences
transpersonnelles, telles que revivre sa naissance et telles que ce que j'ai nommé souffle, en fait, c'est la respiration holotropique, de la respiration en hyperventilation. Et bien, quand on vit ces expériences-là, on convoque le corps, on convoque le souffle, mais également on se met en état de relaxation profonde, on ouvre les champs, on ouvre les corps subtils et ça nous amène à recevoir des informations, à connecter des mémoires et qui s'expriment dans le corps. Et ça, c'est un truc, si on ne le vit pas, c'est pas facile à mettre en mots. Et si on le vit pas, bah souvent on a peur d'aller le vivre. Parce que c'est quoi ce truc et comment ça marche? Forcément, le mental, le cerveau, il questionne. J'ai discuté avec mon amie Marie hier aussi, qui écoutera. Mais comment c'est possible de se souvenir de comment on est né? Alors je lui dis, bah, tu viendras aujourd'hui, je vais en parler, je vais raconter un peu, parce qu'on a quand même des réponses, on a quand même des explications. La science continue à faire des recherches. Le cerveau, l'épigénétique, la physique quantique. Ça fait beaucoup de domaines, on ne peut pas être spécialiste dans tous les domaines. Mais il y a des réponses. La preuve, mon chat valide. Alors attends, parce que si... Voilà. Et là, le mot qui me vient à nouveau, c'est voie d'extériorité, voie d'intériorité. En fait, c'est hyper important dans ce chemin d'éveil et de conscience et de spiritualité, dans ma compréhension pour moi, de pouvoir s'ouvrir à grand, au subtil, tout en restant ancré. Je souris parce que j'adore encore l'histoire de la géologie jusqu'à l'astrologie. La science de la Terre, la science des astres, mais c'est plus une science, c'est un art, c'est quoi? C'est magique ce truc-là. Et mon chat qui passe là, pendant le zoom, est-ce que ça m'empêche d'être vraiment là? Vous voyez? Et ça, c'est une belle métaphore, je trouve, parce que dans la vie, il y aura toujours des hauts, des bas, des épreuves, On ne peut pas, en fait, voyez, l'objectif dans le chemin d'éveil, c'est pas d'être je suis en paix jusqu'au bout. Sinon, on meurt, quoi. Enfin, je sais pas, peut-être. Non, c'est plutôt comment je surfe. Comment j'apprends à surfer dans la vie, avec mes émotions, avec ma conscience, en prenant du recul. Et c'est ça, pour moi, le cadeau de ce chemin de conscience. De devenir... de rester acteur de sa vie, d'en être également spectateur, de ne plus être possédé par ses mémoires, par ses enjeux, par ses blessures. Et en même temps, elles sont là, elles s'activent. On est des êtres multidimensionnels, donc il y a bien du physique et il y a bien du subtil. J'ai plein de choses à vous dire, mais je crois que là, je suis partie dans autre chose. Mais, voyez, c'est ça qui fait qu'aussi dans ce voyage intérieur cette semaine, il y a quand même cette idée de ce chemin-là, de nos racines à nos aspirations profondes. Mais les deux sont importants, hein. L'idée, c'est pas je vais là-bas et je reviens plus. En fait, voilà, le chemin, il est là, tout le temps. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je vais commencer quand même par parler donc de... Enfin, commencer ou continuer. La thérapie transpersonnelle. Et pour aborder cette façon d'accompagner, je vais parler du cerveau. Ce qui est bien, c'est que je pense que si vous êtes là, vous avez dû écouter le replay, ou même si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, du deuxième jour où on a fait un voyage. Et je vous ai proposé une relaxation profonde et je vous ai proposé de laisser le corps allongé là. Et puis la conscience, elle, ne dort pas et la conscience voyage. Et de pouvoir expérimenter et rencontrer des symboles, des personnes parfois décédées. Vous voyez, c'est quand même un peu dingue ce truc-là. Et vous l'avez vécu. Et ça m'aide à vous parler aujourd'hui de comment revivre sa naissance. Parce que vous voyez, même assise ou assis sur votre chaise en 20 minutes, pour certains, il y a quand même eu des expériences... on va pas raconter ça à tout le monde, hein. Moi j'ai eu des retours en privé aussi. Ouais, je le mets pas sur le groupe parce que quand même, machin. Ouais, c'est ouf. Mais quand on le vit, c'est tellement bon aussi.
Et en fait, là, ce qui s'est passé quand on a fait ça, on a voyagé quelque part, si je prends la vision scientifique, dans le cerveau. Et je vais vous partager un schéma du cerveau, après je vous en parle pour l'instant. Mais en gros, il y a 3 grandes parties dans le cerveau. À l'origine, je vais derrière parce qu'il y a ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Et le cerveau reptilien, en fait, c'est celui qui était, si on fait aussi l'histoire géologique ou l'histoire de l'homme, c'est celui qui a été créé en premier. Le reptilien, il contrôle les fonctions vitales, le corps, le cœur qui bat, la respiration. Heureusement, on n'a pas besoin d'y penser, quoi. Au fait, il ne faut pas que j'oublie de faire battre mon cœur. Le cerveau gère. Ensuite, il y a eu une création du cerveau limbique dans l'évolution de l'homme. Et le cerveau limbique, c'est le cerveau qu'on appelle aussi mammiférien. Et je le redirai, mais ce cerveau limbique, il est fonctionnel à 6 semaines de vie fœtale. C'est ça qui est important quand même, je le dis maintenant. Vous voyez, dans le ventre de votre mère, à 6 semaines de vie fœtale, le cerveau reptilien, il est là. Le cerveau limbique, il est fonctionnel. C'est-à-dire qu'à partir de cette période-là, de ce moment-là, vous enregistrez des mémoires émotionnelles. C'est là. Par contre, c'est pas enregistré de façon consciente, mais c'est là. Et ensuite, ça ne veut pas dire que la partie cortex n'existe pas encore, mais elle n'est pas complètement terminée, on dit myélinisée. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de frontières. Après, il faudrait demander à des experts du cerveau, mais voilà, je vous transmets comme moi je l'ai compris. Reptilien, limbique ou mammiférien, cortex préfrontal. Et puis, dans l'évolution du cerveau, quand l'enfant grandit, il y a... comment ça s'appelle une frontière qui se met en place entre le limbique et le cortex préfrontal. Vous voyez, quand on est petit, je crois que c'est autour de 7 ans que ça se met en place, cette frontière. Quand on est petit, on a une émotion, il n'y a pas de filtre en fait. On pleure, on crie, c'est très très intense. Quand on est adulte, on a ce filtre-là, ce qui fait qu'on ne va pas piquer une crise. Cette fois, je vais ouvrir à mon chat, je reviens, parce que sinon il va miauler pendant tout le Zoom, comme hier. 2 secondes. Voilà. Donc, on fait un peu de description du cerveau, mais c'est quand même important pour comprendre. Et puis, ça aide justement toutes les personnes qui ont besoin, en fait, qui sont plus scientifiques, plus rationnelles. C'est quand même assez éclairant. Et d'ailleurs, je vais le partager, en fait, ce schéma du cerveau en même temps. Comme ça, ce sera bien. Hop. Hop. Vous le voyez ? Si vous ne le voyez pas, bougez votre fenêtre parce que pour le coup, moi, dans le replay, ce sera bien centré. Voilà, ici, là, le cerveau reptilien. Donc voilà, tout ce qui contrôle les fonctions du corps. Ici, le cerveau limbique qui est le siège des émotions. 6 semaines de vie fœtale. Et nous avons ensuite le néocortex. Et vous avez sûrement déjà entendu parler cerveau gauche, cerveau droit. Et effectivement, en fonction des hémisphères, c'est pas... on convoque pas le même hémisphère en fonction de ce qu'on fait. Et quand on est dans du rationnel, du logique, de l'analytique, c'est plutôt le cerveau gauche qui est sollicité. Et quand on est dans l'intuitif, du symbolique, tout ça, c'est plutôt le cerveau droit. Dans nos sociétés occidentales, on a un cerveau gauche qui est quand même bien musclé, en général. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on appelle ce côté mental. Il est aussi à notre service. C'est juste qu'il faut pouvoir négocier avec quand il est trop... quand il mouline beaucoup. Et hier, mardi, pendant la relaxation profonde, on pourrait dire que... Attends, je fais une précision avant. Le cerveau, en fait, il fonctionne avec des rythmes.
avec des cycles, des ondes, vous avez aussi sûrement déjà entendu ça, et des fréquences. Et c'est pour ça qu'il y avait une musique qui accompagnait. En fait, l'idée, c'est de pouvoir voyager. Vous voyez, en fait, pour nous, ce sont des images, mais une musique, une voix, la façon de guider, bah, ça va permettre d'aller du cerveau gauche au cerveau droit, au cerveau limbique. C'est ça qu'on a fait mardi. Vous voyez, quand je vous dis d'abord la musique, et puis vous marchez, vous sentez les odeurs, et là, eh ben, justement, d'aller convoquer les cinq sens et d'aller, voilà, vous imaginez un lieu, vous imaginez un arbre. Ok, on passe dans le symbolique. Déjà, ça amène à voyager, à connecter d'autres espaces et d'autres mémoires. Et puis, plus ça va, plus on continue, plus on se pose, plus la conscience voyage, et puis il y a la lumière. Et en fait, avec les musiques, et vous voyez, il y a comme un changement de rythme, un changement de cycle au niveau du cerveau. Je regarde mes notes parce que ouais, c'est ça. Au niveau du néocortex, on appelle ça des ondes bêta. Au niveau du limbique, on appelle ça les ondes alpha. Vous avez dû entendre ça aussi des fois. Et au niveau du reptilien, c'est le delta et le theta. Mais vous voyez, quand on part dans des expériences très profondes, en relaxation profonde, voire plus le mot c'est expansion de conscience, dans des états, eh ben on peut aller vraiment retrouver ces mémoires-là dans le cerveau limbique, au-delà du corps calleux dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est celui qui se myélinise à l'âge de 7 ans. Vous voyez, c'est là que je dis, je fais un petit mix entre science et conscience, mais ça aide, ça peut aider, parce que sinon, enfin je sais pas, moi j'ai bien aimé quand on m'a appris ça. Et c'est pour ça que vous retrouvez des images, des machins, mais c'est de vous à vous aussi, vous voyez. Et en respiration holotropique ou en revécu de naissance, bah, c'est pas 20 minutes, hein. Là, la naissance, quand on vient revivre, quand j'organise un atelier en présentiel, la naissance, ça dure 2 heures. Et ça amène à laisser tomber toutes les résistances. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, tu sais, moi je suis quelqu'un de très contrôlant, je ne sais pas si ça va marcher avec moi. Bah, ça marche en fait, ça marche. Et peut-être que la personne est venue aussi profondément rencontrer son contrôle, parce que c'est aussi ça qu'on peut vivre dans ces expériences-là, c'est une première étape. Et là, on va chercher vraiment ces mémoires qui sont protégées presque du conscient, quoi. Voilà, c'est ça. C'est à nouveau ce que je disais aussi l'autre jour, c'est pour moi un chemin d'éveil, un chemin de conscience, un chemin de mieux-être derrière tout ça. C'est d'amener les mémoires inconscientes cristallisées au conscient pour pouvoir les accueillir, les reconnaître, les pleurer aussi, mais enfin en les reconnaissant aussi, dire « tu ne me possèdes plus ». Le but de tout ça, c'est toujours d'aller mieux, hein. On est là pour aller mieux, pour arrêter de souffrir en fait. On peut, hein, c'est possible, on a des super outils aujourd'hui. Ça demande par contre beaucoup d'engagement, ça demande de l'implication, ça fait peur hein, d'aller reconnecter ces mémoires-là. Vous voyez, parce que je redisais tout à l'heure, revivre sa naissance, si on ne fait pas un peu d'explication ou de pédagogie avant, ou si les gens ne me connaissent pas, c'est pas facile de les remplir ces ateliers, parce que je pense que même la phrase « comment ça marche, j'y crois pas », c'est un prétexte. C'est que les personnes, elles savent bien que derrière, waouh, on va toucher quelque chose de très, 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 très intense. Vous imaginez la naissance, le bébé qui sort du ventre. On va en parler après, mais c'est extrêmement intense émotionnellement comme expérience. Et plus une expérience est intense émotionnellement, plus elle s'imprime, plus elle s'ancre dans les mémoires. Et vous voyez, la naissance, elle est profondément ancrée dans nos mémoires et on ne s'en souvient pas. Pourquoi ? Parce que on n'avait pas autant de conscience que là maintenant à l'âge adulte à l'époque. Donc voilà, ça c'était pour la présentation du cerveau qui permet de visualiser et d'éclairer ça. Quand quelqu'un est en dépression, quand quelqu'un est en grande souffrance psychique et émotionnelle, souvent, ce qu'on me propose, c'est de prendre des médicaments, des antidépresseurs, des béquilles, on pourrait dire chimiques. Je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut faire ou pas faire.
Par contre, je peux expliquer que quand on prend des antidépresseurs, en fait, on vient renforcer cette barrière-là. En fait, c'est ça la technique, c'est que chimiquement, on vient vraiment encore plus protéger le néocortex de toute cette partie émotionnelle et de tout ce qui est enfoui, cristallisé. C'est le mot qui me venait, on parle parfois d'amnésie traumatique, vous voyez, donc c'est là, ça ne veut pas dire que ça n'est pas en vous et que ça n'existe pas, hop là, appu, si, mais c'est vrai qu'avec des traitements antidépresseurs, ça protège de ça. Alors effectivement, parfois, ça peut être vraiment utile, soit si la personne ne dort plus, si la personne a envie de se suicider, enfin si on est dans des grandes intensités, mais il faut savoir que ça rend plus compliqué l'accompagnement en thérapie. D'ailleurs, quelqu'un qui sera sous traitement aura plus de mal à faire ce type d'expérience, de voyage. Et d'ailleurs, c'est même une contre-indication, en fait, là, pour la naissance ou pour la respiration holotropique. Je n'accompagne pas des personnes sous traitement. Pas forcément parce que c'est un danger, mais parce que la personne se sentirait complètement en échec, parce que c'est bloqué, ça passe pas. Et je continue sur ce thème parce que ça me tient à cœur, forcément. Je ne suis pas thérapeute par hasard. J'ai des proches, très proches, qui sont en grande souffrance psychique et qui prennent des traitements et tout ça. C'est ok, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai arrêté de vouloir les sauver. Maintenant, je sauve ceux qui veulent venir me voir. Ça me fait du bien. Ça soigne mes angoisses et mes névroses. Non, petite parenthèse. Mais le souci, donc, c'est que si c'est bloqué là, ça ne veut pas dire que ça n'existe plus. Et souvent, ce que ça génère, c'est ce qu'on appelle des symptômes psychosomatiques. C'est-à-dire que c'est le psychique qui s'exprime dans le corps, à travers le corps. Et donc, ça génère des maladies, en fait. Voilà. C'est une porte d'entrée, hein. Il n'y a pas que ça. Il peut y avoir de la génétique, il peut y avoir plein d'autres choses. Mais c'est une approche pour, tiens... Waouh, pourquoi j'ai ce symptôme-là? Pourquoi j'ai ça là? Pourquoi j'ai... Bah oui, en général et souvent, il y a ce langage symbolique, c'est l'expression d'une émotion cristallisée qui n'a pas été entendue, qui n'est pas reconnue, qui n'est pas nommée. Le corps parle. Le corps parle. Et ça aussi, ça fait partie du chemin que j'ai fait moi. Mon corps m'a parlé. J'ai décidé demain de prendre un temps, je vais vous raconter mon histoire avec ce prisme-là de la conscience, de comment j'ai fait ce chemin-là, à travers mes symptômes, à travers mes épreuves, à travers pourquoi j'en suis là aujourd'hui et ce que j'ai compris, juste pour partager, parce qu'on est nombreux en fait à vivre des expériences, pas les mêmes, mais ça ressemble. En tout cas, voilà. Ce qui n'est pas nommé, ce qui n'est pas vu, ce qui n'est pas conscientisé, si c'est une souffrance, si c'est une blessure cristallisée, le risque, c'est qu'elle s'exprime autrement. Par des angoisses aussi, hein, ça c'est aussi une autre façon de manifester ces souffrances-là. Alors, je vais boire un coup. Hop. Et je vais vous parler de la naissance. Je vais arrêter le partage. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais continuer le partage. Donc là, avec... Alors, la naissance. La naissance... On peut revivre sa naissance. C'est dingue, on peut revivre sa naissance. Et là, quand je parle de revécu de naissance, moi, je ne parle pas de rebirths. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent cette méthode. Je la connais pas si bien que ça, moi, personnellement. Je pense que ça ressemble un petit peu, parce que ça ressemble à l'idée de revivre sa naissance. Mais là, moi, ce que j'ai appris, c'est un autre protocole, c'est une autre approche, et qui amène très concrètement à revivre sa naissance. Et j'en profite là pour nommer la femme qui m'a formée à cette pratique, qui s'appelle Nicole Confet, qui est décédée depuis, et qui était médecin psychiatre et qui a aussi fait ce chemin de quête incessante, de comprendre les choses, qui allait aux États-Unis et qui
qui a ramené, hein, si on veut, des pratiques en France, parce qu'ils sont un peu plus ouverts à ce type de pratiques aux États-Unis. Et donc merci Nicole pour ça. Et puis Frédéric Baudin aussi. Voilà, je cite mes 2 formateurs qui ont profondément accompagné ma transformation et qui m'ont enseigné de façon passionnante. Pourquoi revivre sa naissance? Voilà, donc ce que je disais, moi, l'approche que j'ai, effectivement, je disais, c'est en présentiel. Ça peut se faire en individuel, mais en individuel, on n'implique pas le corps et je trouve ça assez dommage. Et moi, je suis aussi vraiment passionnée par le fait d'encadrer ce type d'atelier, ce type de technique, ce type de pratique. J'adore. Ce qui se passe, c'est que donc on met des matelas, on met... En général, on a un atelier de 6 ou 8 personnes et ben, les personnes, il y a un moment d'accueil. Ensuite, on forme des binômes avec une maman et un bébé. Et il y a une naissance le matin et une l'après-midi. Ce qui fait que dans une journée d'atelier de revécu de naissance, vous êtes à un moment bébé et vous êtes à un moment maman. Et c'est hyper fort aussi d'être dans le rôle de maman. Ça fait comme en constellation familiale, vous connectez avec ce qu'a vécu la mère du bébé. Vous voyez, quand on dit ça comme ça, on va dire mais qu'est-ce qu'elle raconte quoi? Bah pour ceux qui ont fait des constellations familiales, vous allez comprendre. Bah ouais, c'est possible de connecter. Alors là, je vous ai décrit le cerveau, c'est une approche, mais on a aussi des mémoires, maintenant on le voit, on le sait dans l'ADN, dans les mitochondries, et puis il y a aussi des mémoires dans nos corps subtils. Le vide n'existe pas, le vide est de l'information et de l'énergie. Et tout ça, aujourd'hui, avec la physique quantique, on commence aussi à avoir de réelles preuves. Je nomme ici... parce que c'est important, maintenant, vous savez, on parle de l'intrication quantique, alors peut-être que je vais en perdre certains, mais on se rend compte que quand 2 atomes se sont connectés une fois et on peut les séparer à l'autre bout du monde, on en bouge un, l'autre réagit, vous voyez, c'est-à-dire que on est aussi constitué de ça, c'est-à-dire qu'on porte en nous... alors j'allais dire encore des mémoires, des liens, des choses... Enfin, c'est fou en fait. Je m'arrête là parce que je suis pas assez calée en physique quantique, mais il y a quelque chose comme ça. Et donc là, je vous décrivais un petit peu le déroulé de l'atelier. Là, c'est plus un côté pratico-pratique, mais voilà, on démarre l'atelier, le bébé s'allonge, la maman se met à la tête du bébé, c'est la photo que j'ai mise sur le groupe. Et puis, voilà, je mets de la musique et je parle comme j'ai fait la dernière fois et on commence par vraiment les mêmes étapes que mardi, en relaxation profonde. Par contre, ensuite, on retourne en vie fœtale. Là, je ramène en vie fœtale et là, il y a la connexion des mémoires de vie fœtale et je pose des questions. Et ce qui est complètement dingue, c'est que il y a des infos, quoi. Alors c'est dingue et c'est dingue, c'est là. Et puis, voilà, on reparcourt la vie fœtale jusqu'au moment de... et c'est le moment de la naissance. Et là, les bébés qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, ça dépend, ils revivent leur naissance, quoi. Et j'en reparlerai un peu à la fin, j'ai l'impression qu'1 heure, ça va être un peu court, mais c'est pas grave. Et ce qui est complètement dingue, j'arrête pas de dire dingue parce que je suis toujours vraiment bluffée, c'est tellement intense et beau, hein, et très beau, hein. Parce qu'on verra pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça en fait. Mais je vous le dirai après, là je vous décris la scène, mais... C'est-à-dire qu'en fait, les bébés qui sont nés de façon naturelle par voie basse, ils sortent du matelas. Mais les bébés qui sont nés par césarienne, ils ne bougent pas. Donc, vous voyez, pour le vivre, hein, quelqu'un qui est né par césarienne, il reste sur le matelas. Et là, nous, je dis nous parce que je ne le fais pas toute seule, je suis en co-animation, on va rejouer la césarienne. On va ouvrir le ventre, on va sortir le bébé, et le bébé reconnecte ça. Et reconnecte profondément ce moment où il n'a pas réussi à sortir tout seul, quoi. On l'a sorti de là. Et ça, c'est une empreinte forte hein, dans ce premier passage de la naissance. Ceux qui sont nés avec le cordon autour du cou, ils toussent, pareil, et des fois, ils ne peuvent pas sortir. Donc, on y va et on coupe le cordon qui est coincé autour du cou. Ceux qui sont nés en siège, ils se mettent en siège. Enfin, voilà, je vous raconte ça, mais venez le vivre parce que c'est expérientiel, en fait. C'est pour ça que c'est pas si simple à mettre en mots.
À quoi ça sert de venir revivre sa naissance? Je reprendrai un peu les différents cas à la fin, et puis j'aurais bien aimé, si on avait le temps, que vous puissiez me dire comment vous êtes né, si vous savez vous. Et puis vous êtes peut-être maman, peut-être papa, enfin voilà, ça va connecter forcément à vos vécus de bébé ou de maman. Mais la naissance, c'est le premier grand passage dans la vie, quoi. En fait, l'opposition de la mort, c'est pas la vie, c'est la naissance. Et là, c'est-à-dire que dans ce moment-là incroyable, bah, c'est très très intense et c'est comme si c'était déjà une première mort et une renaissance. Je sais pas comment mettre le mot. Et, euh, et en vie fétale, avant de naître, on a déjà connecté énormément d'informations, notamment en lien avec nos ancêtres, en lien aussi avec ce qui s'est passé dans la matrice avant nous. S'il y a eu des bébés morts avant, mais même s'il y a eu des bébés morts dans la lignée ou des choses comme ça, en fait, il y a énormément d'informations qui sont captées à cet endroit-là. Donc l'intérêt d'aller revivre sa naissance, c'est déjà de pouvoir retrouver cette information et de pouvoir la ressentir, la vivre, l'expérimenter, la revivre à travers le corps. Parce que je vous ai raconté la première partie de l'atelier. Voilà, on est par césarienne, on sort de là. Ceux qui sont allés en couveuse, on les laisse tout seuls. Enfin, ça paraît un peu dur là, de retoucher ça, mais c'est pas rien. C'est comme ça qu'ils sont arrivés sur Terre. Donc c'est aussi important de le revivre et de le retoucher. Mais l'atelier ne s'arrête pas là. Ensuite, on va porter les bébés et on va les remettre sur le matelas. Alors je ne veux pas spoiler l'atelier, mais c'est pas grave, on est là pour ça, j'en parle aussi. Mais le bébé retourne sur le matelas, retourne en vie fétale, et là on remonte le temps. On remonte le temps, on remonte le temps, jusqu'à la conception, et jusqu'à avant la conception. Et là, peu importe les croyances des uns et des autres, on n'est pas obligé de croire à l'âme, on n'est pas obligé de croire. C'est juste s'autoriser à vivre cette expérience. Avant la conception, qu'est-ce qui se passe? Et de voir à quel point, et là il y a toute une suite aussi dans le voyage où pour certains c'est hyper ok d'aller dans le ventre et d'aller s'incarner, et pour d'autres ça l'est pas du tout. Et donc c'est aussi de pouvoir accompagner ce passage et d'amener à de l'acceptation de venir vivre cette expérience-là d'incarnation. Et vous voyez, c'est toujours encore un peu de mal à dire ces mots-là, mais c'est tellement vécu maintenant, c'est un outil d'acceptation de l'incarnation. Quand on n'accepte pas l'incarnation, c'est pas facile, hein, cette vie-là de matière et d'émotions et de trauma, parfois on a envie de mourir, parfois on a envie que ça s'arrête, parfois on veut plus. Alors que c'est un lieu, un espace d'expérience incroyable. Et puisqu'on est là, puisqu'on est vivant, autant l'accepter, cette incarnation. Vous voyez, avec ce type d'outil, on parvient à toucher l'acceptation, l'envie. Et pourquoi on y parvient? Parce que quand on est dans ce moment avant la conception, je guide au micro, je guide avec les musiques, on va profondément amener à se faire sentir pourquoi tu es là. C'est quoi ton projet sens? Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu veux? Et quand on est dans ces espaces-là, d'états tellement élargis de conscience, il y a la connexion à cette information-là. Vous voyez, quand je parle des racines aux aspirations profondes, on se retrouve là dans une expérience où on a accès à des informations évidentes. Et les personnes, ensuite, dans l'expérience et dans l'atelier, on retourne dans le ventre de maman, on retourne dans la vie fétale et on reparcourt la vie fétale. Et là, il est proposé de pouvoir réinformer tout ce qui a besoin de l'être. J'ai ce mot-là qui vient, mais même si on est par exemple issu d'un viol, même si dans la vie fétale, il y a des mémoires très très intenses, même si la maman était battue, même si... En fait, je vais prendre les cas les plus extrêmes évidemment, mais ça laisse tellement d'empreintes après et on ne sait même pas pourquoi on a ça. Donc, cette deuxième naissance, ce revécu de naissance est l'opportunité de réinformer les mémoires. Nous avons cette capacité-là vraiment. Et donc ensuite, une fois qu'on a reparcouru toute la vie fétale une deuxième fois avec cette conscience de réinformation, vient la naissance. La naissance. Et la naissance,
accepté, incarné, voulu, volontaire, et hop, voilà, les bébés sortent à nouveau du matelas. Ceux qui étaient nés par césarienne, ils sortent tout seuls. Ceux qui étaient nés avec le cordon autour du cou, ils sortent tout seuls. Ceux qui étaient nés en siège, ils sortent la tête en premier. Enfin, et c'est un peu comme du coaching de naissance, mais dans l'encadrement, on est vraiment vigilant à ça. Et la personne qui sort de là, elle retrouve son fameux pouvoir personnel. Ça ne veut pas dire qu'elle va mieux tout de suite, hein. On est toujours dans de la thérapie, donc c'est hyper intense. Il faut savoir que quand on entame un chemin comme ça, il faut être prêt à aller voir, il faut être prêt à aller visiter, il faut être prêt à... Ok, ouais, j'accepte de me rencontrer pleinement dans toutes mes parts et de toucher ces zones-là que j'avais enfouies, pas pour rien, hein. Ouais. Ouais, c'est aussi l'importance là d'être bien accompagné, effectivement, de ne pas faire ça tout seul, d'être dans un cadre très sécurisé. Mais quand même, à terme, après avoir vécu cet atelier-là, ok, je parlais du pouvoir personnel, de prendre pleinement conscience que ma vie c'est la mienne, il n'y a que moi qui puisse faire ci ou ça. Enfin, voilà, on arrête d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Ça aussi, c'est sacrément précieux. Et donc, il y a comme un deuil de la mère idéale, du père idéal, machin. En fait, on comprend juste que c'est ça, c'est comme ça, et que maintenant, nous sommes, je suis, une fois, ma propre source de sécurité émotionnelle. Je suis ma propre sécurité physiologique. Enfin, mais c'est génial en fait, parce qu'on vient vraiment connecter et voir qu'on a vachement de pouvoir en fait, que tout est en nous pour la guérison. Pour, mm. Et bon, j'adore, hein. J'adore cet atelier. Bon voilà, j'ai essayé de le mettre en mots. Cet atelier dure 2 heures. Après l'après-midi, on inverse les rôles. Et puis, il est important, on prend un temps de... ensuite, dans le groupe, de partager, de nommer, de mettre en mots. Ça reste aussi essentiel, hein. Même si c'est pas toujours évident, on l'a vu, c'est ce que je vous ai aussi conseillé de faire après ce voyage mardi, de nommer, de dessiner, de... Waouh, voilà, pour pouvoir complètement intégrer ce voyage. Et je suis pas non plus en train de dire venez vivre votre naissance et vous avez plus de problème, hein, et vous arrêtez les... c'est pas vrai, c'est un parcours, c'est un processus, mais c'est aussi, j'ai vraiment envie de parler de ce type de pratiques qui sont des jalons très puissants dans un parcours de thérapie, dans un parcours de connaissance de soi, dans un parcours de conscience. Et on n'est pas obligé d'aller mal d'ailleurs, hein, pour vouloir vivre ce type d'expérience. J'ai parlé de la naissance, j'y reviens, et rapidement je parle aussi de la respiration holotropique, mais je vois bien, je me rends compte aussi en faisant cet événement-là que ça va me donner envie de faire des conférences, il y a tellement de sujets. La respiration holotropique, on respire, alors, c'est formidable, hein, parce que là on a aussi notre outil de guérison qui est en nous, hein. Donc c'est une respiration très intense, très amplifiée, qui au fur et à mesure, quand le corps est saturé d'oxygène, ça vient ouvrir les mémoires émotionnelles au niveau cellulaire aussi, au niveau des mitochondries, au niveau des corps subtils, au niveau du corps éthérique, au niveau de... Et donc, avec la respiration holotropique, on ouvre à plein de mémoires émotionnelles. Donc au début, c'est pas si simple parce que justement, on va retoucher les traumas, on va retoucher beaucoup d'intensité, mais c'est une manière de pouvoir justement ramener au conscient. Mais aussi, quand on respire de cette manière-là et assez longtemps, on a la remontée après le trauma et là on ouvre à connecter des états de transcendance, des états d'extase. Une fois encore, les mots sont trop petits, mais c'est à la fois formidable à vivre et à sentir, et à la fois... comment je pourrais dire ça ? C'est comme un chemin de pouvoir accueillir l'amour, réussir à s'aimer soi-même encore plus, parce que ça aussi c'est vraiment les clés, hein, pour la paix dans une vie où on entend souvent bah oui, il faut que tu t'aimes toi-même pour pouvoir aimer les autres. Alors c'est super comme phrase, mais c'est un peu comment on fait quoi. Bah ouais, bah si, il y a quand même des moyens, il y a des outils, il y a des possibilités, et avec la respiration holotropique on touche ça, et avec le revécu de naissance on touche aussi des états complètement
très 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 haut en vibration. Mais ça s'accompagne, hein, parce que pour beaucoup, quand on touche cet état-là de, de vibration si haute, d'état de grâce, hein, j'ose dire le mot, c'est pas facile de revenir dans la matière, dans la 3D. Et en même temps, ben voilà, le chemin, c'est aussi d'accepter qu'on peut être complètement dans l'amour et dans la lumière, vous voyez, quand on fait ses courses, quoi. C'est pareil, hein, c'est pas en un claquement de doigts, mais c'est ici que ça se passe, en fait. On est là, sur Terre. Euh, alors, je vais vous parler des études qui ont été faites par Stanislas Grof, ce psychiatre tchèque, qui a été un des fondateurs du mouvement transpersonnel. Il est tchèque, mais il a en fait énormément travaillé aux États-Unis. Quand est-ce qu'il est né? Je sais plus, c'est quand, ça date. À l'époque, le LSD était légal. Et donc, il a fait beaucoup d'expériences sous substances psychédéliques. Et en fait, il a noté des points communs dans les revécus, dans les mémoires, dans les expériences comme ça, en état pour le coup très, très élargi de conscience, très modifié. Et en fait, il a établi une cartographie, notamment en lien avec les vécus de vie fétale, qu'il a appelé les matrices périnatales fondamentales. Il en a identifié 4. Et on pourrait dire que... comment on pourrait dire d'ailleurs En fait, voilà, quand on revit sa naissance, eh bien, on repasse par ces 4 étapes. C'est important d'aller voir d'un petit peu plus près ce que ça veut dire, ces matrices périnatales fondamentales. Pourquoi? Parce qu'en tant que bébé, on a tous, chacun, fixé sur une matrice plus qu'une autre. Et ça entraîne des comportements spécifiques à l'âge adulte. Et c'est ça qui est intéressant d'aller voir, et c'est ça aussi que permet le revécu de naissance, d'aller retraverser ces étapes de matrice périnatale. Quand j'ai dit fixer, ça veut dire qu'on peut vraiment bloquer très très fort sur le plan émotionnel, soit alors MPF, c'est pour matrice périnatale fondamentale, hein. Soit on peut très très fortement bloquer ici, soit on peut très très fortement bloquer ici, cristalliser, soit on peut bloquer ici, et soit on peut bloquer sur la 4e. Et ça, on a vu, il a observé cet homme-là tellement de cas que ça générait des comportements, des attitudes différentes chez les personnes. Là, j'ai évoqué tout à l'heure la naissance, le premier grand passage, hein, très très intense. Et dans notre vie, on en vit d'autres, des passages. La première fois qu'on va à l'école, par exemple, à 3 ans, ou quand on passe son bac, ou on va se marier, je sais pas, le premier boulot, on change de boulot. Enfin, vous voyez, plein d'images de passages qui sont intenses, et ça réactive. Ça réactive forcément aussi comme la mémoire d'origine. Mais ça, on ne le sait pas. Enfin, c'est pas évident d'en être conscient. Et de la façon dont ça s'est passé, ça revient rejouer la même chose. Et en plus, je vous ai cité tout plein d'éléments de passage, et donc on rejoue la même chose, on rejoue la même chose, on rejoue la même chose. À un moment, ça devient hyper intense, quoi. Et d'ailleurs, on parle de condensed experience, c'est-à-dire qu'une expérience condensée. Vous avez peut-être remarqué à l'âge adulte, parfois il se passe un truc qui a l'air complètement anodin, mais vous réagissez de façon très intense. Vous se dites, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Et souvent les enfants, ils sont très forts pour faire réagir les parents comme ça. Paf, un petit effet, un petit truc, et pouf, on se transforme. Mais c'est en fait le reflet de l'expression de cette expérience condensée qui... il y a eu un tel cumul émotionnel, une telle charge que ça déclenche. Voilà. Alors, la matrice périnatale fondamentale 1, c'est quoi? Là, on l'appelle le paradis, vous voyez, le bébé est nourri, logé, haut à 37 degrés, rien à faire, même pas besoin de demander qu'il est comblé, enfin, c'est formidable. Donc là, c'est formidable tel que je le décris, mais parfois, il y a des vies fétales qui sont beaucoup moins formidables que ça. Et il faut bien savoir qu'à ce moment-là, le petit bébé, il n'y a pas de frontière avec la maman. Il est complètement dans le bain émotionnel de sa maman.
Donc il capte tout, il capte tout. Et j'en profite aussi pour dire, l'idée n'est pas de culpabiliser les mamans, parce qu'il y a tellement ça, de dire, oh mon Dieu, pourvu que mon enfant soit complètement épargné. Mais non, en fait. Et d'ailleurs, ça a du sens aussi pour lui, pour son projet, en fait. Le petit bébé, moi, je m'en suis rendu compte, c'est qu'il vient aussi avec son programme, avec son contrat. Voilà, j'ai vraiment... je suis très attentive à ça aussi, à déculpabiliser les mamans et les vécus. C'est pas grave s'il y a eu une césarienne, c'est pas grave si c'est déclenché, c'est pas grave, parce que ça va, quoi. C'est trop déjà lourd à porter. Ça a du sens. Et c'est ça, en fait, aussi, moi, qui m'anime et cette quête de sens et de... Quelqu'un qui est né par césarienne, ça a du sens. En étudiant, en accompagnant la personne, on arrive à voir pourquoi. Donc, je vais reprendre ma matrice périnatale 1. Des quelques minutes qui restent, parce que c'est vrai que j'aime bien tenir le timing. J'avais enregistré, j'ai un doute. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma matrice périnatale 1? J'ai dû avoir un truc un peu stressant là qui s'active. Oui, donc en fait, en gros, ça correspond de la vie fœtale jusqu'à la première contraction. Donc, vous voyez déjà, les bébés qui n'ont pas connu des contractions, ben, par exemple, une césarienne déclenchée, programmée, pardon, il n'y a pas les contractions, quoi. Vous voyez, ça va donner. Et le bébé qui est là, qui est né comme ça, qui n'a pas connu, là, on voit le 2, là. Là, on voit que là, on a les contractions, on a la sortie et on a la sortie. Donc, qu'est-ce que ça fait en quelques mots, hein? Je ferai une conférence là-dessus plus complète. Mais je relis mes notes. Mais en gros, quand on fixe dans cette matrice qu'on appelle le paradis, en fait, c'est un peu des comportements aréactionnels. C'est pas que général, hein, mais je donne quelques points. Hein. Ça peut pas être quelqu'un qui est complètement aréactionnel toute sa vie, mais souvent, ça amène des reproductions dans la vie de dépendance, de non-implication, de non-engagement. On attend que les choses se résolvent. Et puis, on peut être en recherche de plaisir, refus de la contrainte, vous voyez, et une vraie difficulté d'incarnation, là, pour le coup, sur ces personnes-là. Un idéal d'unité, voilà, un refus d'accepter la vie comme elle est, des relations fusionnelles, télépathiques. Enfin, vous voyez, on est tellement dans ce monde de fusion, là, à cette époque, et ça fixe à ce moment-là. Ce que ça peut amener comme comportement, c'est des consommations de cannabis, de justement retourner dans ces moments un peu de fusion, confusion, des confusions entre le fantasme et la réalité, des choses comme ça. Alors je lis mes notes là, je vois aussi que, alors là on va à l'extrême, mais ça peut amener des psychoses schizophréniques, des délires mystiques, le syndrome du grand bleu, hypocondrie, hallucination, anorexie mentale. Ok, je balance un peu tout ça. L'idée, c'est pas de partir dans la nature en me disant « Ah, au secours, qu'est-ce que ça veut dire, mon bébé ?» tout ça. Si jamais, pour certains qui écoutent, ça vous impacte parce qu'il se trouve que vous êtes né comme ça ou votre bébé, restez pas tout seul avec ça. Hein. En fait, ça va. La matrice 2, on se retrouve en fait, on va dire... au moment des contractions utérines, le bébé n'est pas encore sorti. Ce sont les premières contractions. Le col s'ouvre, mais le bébé ne peut pas sortir. Et donc là, on parle de 30 kg de muscles sur 3 kg de bébé. Donc vous voyez, c'est cette phase de l'inhibition, écrasement, et il y a un sentiment complet de non-sens, quoi. Qu'est-ce que je fais là? Comment je sors de là? Je vais mourir, quoi. Enfin voilà, vous voyez un peu cette intensité du bébé qui vit ça. Et donc c'est comme un... Voilà, il y a des visions dans les visualisations de tourbillons gigantesques, des monstres, des pieuvres, enfin voilà, je lis les notes aussi. Qu'est-ce que ça amène comme comportement dans la vie ensuite quand on a bloqué en matrice 2? Souvent, c'est de l'inhibition, de la soumission, un sentiment d'impuissance, une culpabilité de fond, un sentiment d'infériorité, une position de victime passive. Vous voyez, le bébé là... Il n'y a pas d'issue en fait. Clairement, il n'y a pas d'issue à ce moment-là. Donc, il connecte complètement ça. Et ça peut amener des troubles psychosomatiques, des émotions refoulées, des phobies, la paranoïa, des angoisses. Voilà, la boulimie, à noter là aussi.
des pensées suicidaires, des choses comme ça. Je continue. La matrice 3. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est la phase où le col est ouvert d'un diamètre suffisant qui permet au bébé de sortir. Et donc, il y a cette notion de combat de combat du fœtus en fait pour sa survie quoi. Il y a une issue et j'y vais, vous voyez. Et là, les bébés qui vivent ce passage-là, ils vivent aussi ce moment de la ressource de traverser quoi, d'aller trouver cette immense énergie pour sortir de ce ventre. C'est titanesque. Et c'est pas forcément non plus bien vécu, hein. On peut avoir fixé à cet endroit-là hein, aussi, hein, mais voilà, c'est des étapes, donc voilà, il y a toute cette intensité. Qu'est-ce que ça peut amener comme reproduction ensuite dans la vie, de façon inconsciente, hein, on est d'accord, on est toujours dans l'inconscient en fait. Ça peut amener des comportements très réactionnels, très entreprenants, sans repos, toujours en mouvement, hyperactivité, égo surdimensionné, dominant, conquérant, il y a même marqué bling bling. Voilà, quand on a fixé à cet endroit-là, et d'ailleurs, ça se voit, hein, quand on fait les revécus de naissance, les matrices 3, il faut les retenir, hein, parce qu'elles traversent la pièce. Hein. On a intérêt à te... c'est une débauche d'énergie, même des tout petits gabarits. C'est impressionnant, en fait, hein, à ce moment-là. Et vous voyez, j'ai décrit les zones où on a fixé, et qu'est-ce que ça reproduit comme comportement dans la vie. Mais en fait, le but, si toutefois il y avait un but, mais l'idée de revivre sa naissance, l'idée de retraverser ces étapes, eh bien en fait, c'est de pouvoir trouver un équilibre entre toutes ces étapes. On va pas se dire, je veux pas vivre, de me prendre 30 kilos de pression. Voilà, ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'initiation et du passage. Mais le but de le revivre et de le réinformer, c'est de pouvoir rééquilibrer tous ces passages-là, de retrouver la ressource à tous les endroits. Et là, donc, j'amène l'info de la matrice périnatale, la 4e, où on parle de renaissance. D'ailleurs, pour la 3, le mot qui était mis, c'était mort-renaissance. Vous voyez, mort-renaissance. Et la 4e, la renaissance, c'est l'expulsion, le début de la respiration aérienne, la coupure du cordon. Et voilà, la résolution, en fait, de ce conflit des étapes d'avant, entre la mort et la renaissance. Et donc, j'ai marqué quoi? Le début du printemps, la fin d'une tempête, le lever du soleil. Ça, c'est les images qu'on voit quand on fait justement ces expériences. Les personnes qui ont fixé sur cette matrice 4, en fait, c'est plutôt chouette en fait comme image, parce que ça veut dire qu'elles ont traversé tout ça et voilà, c'est plein de lumière en fait. Et c'est plutôt rare en fait qu'on est fixé à cet endroit-là. Dès la première fois, ça peut arriver. J'ai pas toutes les retours des études, mais qu'est-ce que ça amène comme comportement dans la vie? En matrice 4, c'est une capacité d'accepter les événements de la vie dans l'action, sans l'inhibition ni réaction. Vous voyez ce côté-là un peu qu'on recherche tous en fait, hein. Et c'est être capable de vivre des séparations, comme les étapes du deuil, c'est d'être sensible à la beauté de la vie, d'être en acceptation des obstacles, parce que vous savez, voilà, ce que je disais tout à l'heure, ils existent toujours, hein, c'est pas parce qu'on chemine et qu'on évolue qu'il ne se passe plus rien, hein. Mais par contre, les obstacles ne sont pas abordés de la même manière. Et ça permet donc d'avoir une capacité à les surmonter, une acceptation des cycles de vie, des changements, des transformations. Mais il y a quand même aussi possiblement des pathologies à ce niveau-là. Je regarde mes notes, c'est toutes les pathologies. Oui, à l'inverse, si jamais ça n'a pas été, si ça s'est pas bien passé en fait, aussi ce moment de coupure du cordon ou ce moment, peut-être que ça doit être aussi quand il y a une séparation, les bébés en couveuse. Ça peut entraîner des pathologies liées aux séparations, aux ruptures, au changement et à la peur du bonheur. Je vois qu'on arrive au bout du chemin et qu'il y a tellement de choses à raconter, mais voilà, je voulais vous parler de ça, des 3 matrices et de l'intérêt de pouvoir revivre et que là, pour le coup, ça peut pas se faire en visio. Ça peut un peu se comprendre, se visualiser, s'expliquer, mais ça demande d'être en présence, en physique,
et encore plus en groupe. Euh, je donne quelques cas particuliers avant de vous dire au revoir. Justement, à développer, à voir, vous pourrez ou pas partager. Une fois encore, on est dans quelque chose de très intime et de très personnel, donc vous mettez bien ce que vous voulez dans le groupe. Mais là, j'avais plus des notes. C'est en cas de césarienne, bah oui, il y a une anesthésie générale, donc le bébé reçoit l'anesthésie aussi. Et les personnes qui sont nées de cette façon, ils ont souvent le sentiment d'être à côté de leur pompe. Ils sont dans le ventre de leur mère, et puis tout d'un coup, hop, ils se réveillent, ils y sont plus. Vous voyez, donc ça fait, ça peut se voir aussi. Quand il y a des cas de cordon, on va rechercher en thérapie, en psychogénéalogie aussi, s'il n'y a pas eu des suicides dans la famille. On a remarqué, hein, c'est aussi par les études que ça se retrouvait assez fréquemment. En tout cas, c'est le reflet des mémoires de mort, quoi. Alors s'il y a un tour, c'est pas trop dommageable, mais s'il y en a plusieurs, 2 ou 3, ben voilà, c'est une mémoire, vous voyez, qui fait quoi? Qui fait que j'ai un élan de vie, je vais mourir. J'ai un élan de vie, je vais mourir. Et ben voilà, c'est aussi ce qu'on peut voir se rejouer dans la vie de ces personnes-là. Et, ben, ça vaut le coup aussi de pouvoir revivre ce passage et de couper le cordon et d'arriver avec cette respiration. On a des cas parfois de ventouse et de forceps. C'est pas facile de voir si c'est le bébé ou la maman qui avait plus l'énergie pour sortir. Hein. Dans ces cas-là, on le revoit quand on revit l'expérience, on voit si c'est la maman qui en peut plus ou si c'est le bébé qui refuse. Mais voilà, ça peut être aussi un bébé qui est coincé dans la matrice périnatale 2 et qui sort pas, quoi, qui a pu, voilà. Et puis ma dernière note, voilà, il y a des fois, les personnes qui naissent par le siège, souvent on dit que elles n'ont pas envie de s'incarner, elles veulent retourner là-haut. Quand je dis là-haut, avant la conception, et dans un monde, pour ceux qui y croient, d'unité, de lumière, d'amour inconditionnel. Ouais. Et en même temps, ils sont là. Donc ça vaut le coup aussi de revenir et de naître par la tête. Waouh! Bon, et ben voilà pour aujourd'hui, pour cette présentation. J'arrête le partage. Et puis, on a fini là. Est-ce que j'ai pas regardé le chat du tout, donc hop. Merci pour votre présence, c'est chouette. Merci pour tout ce que je vis moi aussi dans cette expérience où je me découvre, comme je vous l'avais dit, et je découvre aussi que ça m'anime de faire tous ces partages. Ah Pierre, tu es né par césarienne. Bah ouais, tu vois, viens revivre ta naissance. Ah. Après, voilà, alors attends, je vais quand même les lire, et puis ceux qui veulent partir, bien sûr, il est midi passé, vous partez. Et je vais reprendre le début. Hop là. Ok. Donc ok, Pierre, tu es né par césarienne. Jean Didier. Pour moi, il y a encore un niveau en dessous du cerveau reptilien, au niveau de la moelle épinière. Niveau réflexe non conscient. S'y associe le niveau de la sensation brute de décoffrage. La sensation, pas le ressenti, pas d'intervention du mental. Laisser venir la sensation, s'ouvrir à elle, s'immerger dans la sensation, la vivre pleinement. C'est ce que propose la voie du sentir de Luis Anza. Ok, ouais, je connais pas spécialement, mais j'imagine, et je crois que tu es prof de Qigong, donc tu dois effectivement connecter ce genre d'informations. Carole, je l'ai vécu dans un processus qui ressemble à ce dont tu parles. Le résultat est de reprendre réellement le pouvoir sur sa vie. C'est très libératoire, exactement. Parce que oui, pourquoi on fait ça aussi? C'est ça, c'est que ce qu'on remarque dans le temps, parce que ça c'est le genre aussi de pratique où ça s'infuse pendant des mois, tu fais oui, même pendant peut-être des années. On peut le faire plusieurs fois. Moi je l'ai revécu 3 fois, 4 fois. Enfin, j'aime bien maintenant. Maintenant c'est cool. La première fois, bizarre, un peu bizarre. Mais reprendre le pouvoir personnel et dans mon cas, moi, personnel, ça m'a appris à dire non
et à reposer mes limites. Parce que j'avais une problématique de frontières incroyable, de ne pas savoir où je finis, où commence l'autre, et non. Et aussi de... Ah oui, c'est ça, mais ça revient au même en fait, c'est une question de territoire. Et aussi vraiment de plus avoir d'attente. Alors ça, c'est énorme, hein. Mais de plus attendre de l'extérieur, en fait. Ça, j'ai vraiment profondément intégré cellulairement cette information-là. Et je dis pas que ça m'arrive plus, hein. J'ai encore un ego, et que des fois, je suis frustrée. Mais quand même, ça va mieux. Alors Jean Didier, j'ai eu la chance, dans une formation de somatothérapie, d'expérimenter un revécu de naissance sur un matelas, sous une couverture. Difficile de sortir, bah tu vois. J'ai eu aussi quelques séances de rebirth, mais difficile de sortir, donc je sais pas, tu vois, t'as peut-être fixé à la matrice périnatale 2, hein. Moi, j'avais fixé à cet endroit-là, moi, quand je l'ai revécu la première fois. Et puis à force de le revivre, ben, j'ai réussi à sortir toute seule. Et puis voilà, enfin, c'est pas un truc à réussir non plus, hein, mais c'est vraiment à vivre et à accueillir l'expérience. Laure, tu peux me redonner son nom? Stanislas Grof? Stanislav, ça se finit par un V. Stanislav Grof. Oui, ouais, mais je l'ai eu après dans la slide, merci. Ok, c'est lui qui a créé, si on pourrait venir, à la respiration holotropique, sachant que soigner par le souffle et la respiration, c'était déjà là avant, on est d'accord, hein, il y a plein de pratiques chamaniques comme ça, mais voilà, il a posé ce nom-là et fait ce protocole-là, et voilà. Ok. Le nom du MPF2, non, c'est bon, tu as dû avoir la réponse, Laure. Ok, voilà. Bon, bah écoutez, ça doit se Attends, sentir, mais j'adore cet outil-là, moi. Euh, c'est vraiment très, 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 très beau. Ok, très fort, très intense, hein, on est d'accord, mais quel cadeau de pouvoir accompagner dans cet espace-là. Et voilà. Bon, bah, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Et puis demain, comme je disais, je vais remettre aussi un post, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de mon histoire, de mon parcours, de certaines épreuves. Dans quel but? Ben, justement, de pouvoir peut-être éclairer certains de vos propres vécus, de voir certaines résonances. Et puis, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous parler de comment je travaille, comment j'accompagne en thérapie. Parce que bah, ça reste aussi mon métier et ma passion d'accompagner l'humain. Euh, je ne travaille plus en séance individuelle en cabinet depuis le mois de septembre. Et en fait, ça, c'est né du fait que j'avais beaucoup de demandes. Donc c'est super, hein, tant mieux, mais j'en avais tellement que je me suis dit, mais ça marche pas le modèle là. C'est quand même dommage de dire non tout le temps à des gens qui ont besoin. Et donc, je pars sur une nouvelle façon d'accompagner où j'accompagnerai pas tout le monde de toute façon, c'est vrai, c'est bizarre ce que je dis parce que je continuerai à dire non, mais en fait c'est pas que je dis non, c'est que je vais dire oui à des personnes qui sont vraiment dans un processus ou dans un état d'esprit ou dans une envie du moment d'un profond engagement. Et c'est pour ça que je vais vous le présenter plus en détail, mais là, à partir de janvier, je vais ouvrir un accompagnement thérapeutique sur une durée de 3 mois. Donc en fait, c'est formalisé, on part ensemble. Je dis ensemble parce que, en fait, si je pose mon rêve et mon idéal, c'est qu'on part en groupe. On part en groupe, un petit groupe de 6, 8, 10, je ne sais pas combien de personnes seront là, partantes et disposées pour faire le voyage. Et j'appelle ça voyage, vous voyez, vous y avez goûté pendant 5 jours, mais ce serait vraiment de partir ensemble. Alors voilà, avec moi, mon vécu, mes connaissances, mon expérience, mon approche, mon regard, et puis tous les outils périphériques qui peuvent se présenter, la psychogénéalogie, le rêve, les symboles, le MDR, j'ai pas parlé, mais je pratique aussi ça quand il y a des mémoires traumatiques, ça marche quand même bien ça. Enfin tout ce que je vous ai dit, l'astrologie, j'ai parlé des lunes noires, mais il y a aussi le chemin de vie, et ça, bien sûr que je le regarde, c'est-à-dire que waouh, il y a tellement d'infos, et avec tous ces outils, mais avec tout aussi l'accueil de la personne et de ce qu'elle vit dans son quotidien et des enjeux du moment, bah on peut faire un chemin merveilleux quoi. Et j'aime beaucoup le groupe. Alors c'est vrai que je peux accompagner en individuel, mais là, ce que je vais poser et ce que je pose comme intention pour moi et pour... waouh, je rêve d'accompagner un groupe là
comme un peu on l'a fait, vous voyez, cette semaine, il y a des interactions, il y a des partages et puis des résonances. Je trouve ça tellement beau et tellement fort. Donc voilà, je vais en dire plus. Là, je vais m'arrêter parce que c'était déjà riche, effectivement. Merci pour vos retours. Et puis, je vous souhaite un très bon après-midi. Et pour ceux qui seront là, à demain à 11 heures. Et sinon, en replay. Ciao, ciao. Merci. Hop, je coupe l'enregistrement. Clac.